Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous reprenons aujourd'hui les travaux de notre mission d'information consacrée à la révision des lois relatives à la bioéthique. J'espère que la coupure estivale a fait du bien à tout le monde, que vous avez pu à la fois, le cas échéant, réfléchir sur les sujets qui nous préoccupent, mais également avoir d'autres activités. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Pierre Lecause. Je vous remercie d'avoir bien voulu accepter de venir échanger avec nous. L'objectif de notre mission d'information est de nous préparer, de nous former en vue des débats à venir et de nous informer des enjeux liés à la bioéthique. Alors vous êtes professeur de philosophie à la faculté de médecine de Marseille et également président du comité de déontologie de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Je dois également souligner que vous avez été vice-président du comité consultatif national d'éthique, le CCNE, entre 2008 et 2012. Lors de nos travaux préparatoires, nous nous sommes posé la question de l'intérêt d'auditionner des philosophes. Et je crois que nous allons être particulièrement attentifs à vous entendre sur l'apport de votre discipline aux enjeux liés à la bioéthique, dans un contexte où la technique, la compétition économique et la mondialisation façonnent et parfois renversent ou tentent de renverser nos constructions juridiques. Je vais maintenant vous donner la parole pour un exposé d'une dizaine de minutes et qui pourra se poursuivre par un échange de questions-réponses. Je tiens l'attention de mes collègues, nous sommes sur des formats d'audition de 45 minutes, donc 3 auditions de 45 minutes, donc nous allons être le plus efficace possible. Et je rappelle également que nos débats sont filmés et enregistrés, de telle façon à ce que tout le monde connaisse bien cette règle du jeu. Monsieur Lecause, nous vous laissons la parole en vous remerciant d'être venu à nos travaux. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le président, monsieur le rapporteur, c'est un grand honneur pour moi que de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous. Et comme le temps qui m'est imparti est limité, je voudrais restreindre mon intervention à une problématique qui m'apparaît la plus importante et qui est l'éventualité d'une extension de la PMA à toutes les femmes. En effet, les changements importants qui résultent de cette éventualité nous interrogent à deux niveaux, d'abord sur la forme et ensuite sur le fond. Sur la forme, parce que nous sommes renvoyés à la question de savoir à quoi sert la loi, pourquoi légiférer, et la réponse des philosophes est de dire que autant dans l'état de nature, c'est la loi du plus fort qui régit les relations entre les individus, autant dans une république, la loi a une toute autre vocation. La loi, elle sert à protéger les plus vulnérables. Voilà. La loi a pour vocation de protéger le faible, le plus démuni. Alors ici, aujourd'hui, je crois, dans notre société, une préoccupation se dessine également, c'est le souci des générations futures, qui n'a pas été une préoccupation de toutes les sociétés, loin s'en faut, dans l'histoire, mais on le voit à travers des lois qui portent sur la réduction de la dette publique, sur la limitation de la pollution. On sent qu'on commence à se soucier des enfants de demain, y compris lorsqu'ils ne sont pas nés. Et peut-être qu'aujourd'hui, en la circonstance, il s'agit aussi de s'interroger sur l'avenir de ces enfants et se demander si une PMA pour des indications sociétales ne susciterait pas des risques excessifs pour l'équilibre psychique des enfants. Je fais observer que sur le plan de la législation internationale, si on va un petit peu plus loin que de regarder ce qui se passe chez le voisin immédiat, on s'aperçoit que des États qui ont autorisé la PMA au-delà d'indications médicales, qui plus est remboursée par l'assurance maladie, c'est plutôt l'exception que la règle. Et cette prudence des États à niveau international doit peut-être aiguiser notre vigilance
et nous amener à nous demander si, au fond, pour les enfants, il n'y a pas un risque de leur faire subir ou de leur imposer des frustrations qui n'ont pas de sens pour eux. Parce que l'éducation des enfants, elle impose des frustrations. Intérioriser les codes de civilité, l'instruction, l'éducation, le respect de l'autre, enfin les enfants doivent souffrir. Mais à chaque fois, la souffrance, on peut lui trouver un sens rétrospectivement. Or là, qu'un enfant apprenne qu'il a été conçu avec le sperme d'un donneur anonyme, est-ce que ça a vraiment du sens pour lui? Ça va être une souffrance, ça va être, je veux dire, une mouche dans le cerveau qu'on va lui implanter dès ses premières années, et il n'est pas sûr qu'il y trouve du sens à un moment donné dans sa vie. Alors ça, c'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est que les risques, semble-t-il, varient en fonction du type de PMA. Je veux dire que s'il s'agit d'une PMA pour une femme seule, le risque majeur est celui de l'insécurité qui en résulte pour l'enfant si malheur arrivait à sa mère, auquel cas l'enfant se retrouverait radicalement orphelin et poserait à la société une question de responsabilité immense, puisque la société ne pourrait pas ignorer qu'elle a concouru indirectement à cette situation dramatique, puisqu'elle a autorisé la possibilité pour la femme d'avoir un enfant sans père. Mais sans aller jusqu'à ces cas dramatiques, l'expérience montre que pour bien des femmes aujourd'hui, les situations sont parfois difficiles d'éduquer un enfant ou plusieurs toutes seules, parce qu'il y a les aléas de la vie, il y a la maladie, et il y a un licenciement, etc. Et dans ces situations-là, la société considère que la femme peut beaucoup, mais la femme ne peut pas tout. Et du coup, elle octroie des aides à cette femme. C'est-à-dire qu'elle la considère dans une situation de préjudice. Alors, si on considère que la femme seule peut avoir accès à la PMA, on en fait un droit. Et je crois que la société va s'empêtrer dans des contradictions, puisque une même situation pourra être tantôt tenue pour étant un préjudice et dans d'autres situations comme étant un privilège. Le Comité national d'éthique, dans sa position divergente de 2017, l'a dit, alors que la société considère l'absence de père comme un préjudice qu'elle tente de pallier au moins financièrement, il paraît paradoxal d'instituer, d'organiser des naissances sans père. Alors, on fait parfois valoir que la femme pourrait bénéficier d'un entourage familial, amical. Mais dans une société comme la nôtre, ces aides ne sont qu'une éventualité, car notre société est marquée par, culturellement, le développement de l'individualisme, qui incline chacun à s'occuper de lui-même, à s'épanouir. Écoute ton moi, sois à l'écoute de toi-même, développe tes potentialités, épanouis-toi, ne t'occupe pas de ce que font les autres. Tout ce discours qui façonne nos esprits font que ces discours, les relations d'entraide dans notre société sont plus circonstancielles et moins sacrificielles que dans les temps passés. Les situations d'isolement, les situations de solitude sont beaucoup plus importantes dans notre société qu'elles ne l'ont jamais été. De sorte qu'un enfant qui serait éduqué par une femme seule serait dans une situation de précarité relationnelle, une situation d'insécurité relationnelle. Et je voudrais dire que cette situation n'est pas la même que celle d'une femme qui a la garde après une séparation conjugale, parce qu'en ce cas, il y a un père qui non seulement peut s'en occuper, mais doit s'en occuper, et le juge vérifie s'il s'en occupe. Je vais à présent aborder le cas des couples de femmes. Alors, la situation d'insécurité affective que je viens de décrire
n'existe pas dans le cas d'un couple de femmes, puisque s'il survient un décès, si l'une des deux mères connaît la défaillance, la deuxième peut préserver quand même le lien de parenté. Donc il y a un risque moindre sur le plan de la sécurité. Il y a un risque autre, en revanche, qui est que l'enfant perd le secret de son mode de conception, qui est un droit. C'est-à-dire qu'un enfant qui a deux mères, rapidement, à l'école, sur les lieux de loisirs, ses camarades, tout ça, tout le monde sait tout de suite comment il a été conçu. Soit c'est un enfant qui a été adopté, soit c'est un enfant conçu par le recours à la PMA. Et cela peut être une contrainte psychique, vous voyez, je reviens, c'est-à-dire qu'à chaque fois, l'enfant va devoir plus ou moins se justifier, faire face à des questions mesquines, blessantes, de curiosité qui sont malheureusement la faiblesse de la nature humaine. Personnellement, je pense que si un couple de femmes faisait appel à un tiers, qui pourrait être une personne homosexuelle d'ailleurs, qui serait donneur, qui serait un donneur-tuteur, c'est-à-dire un donneur que, bien sûr, ces femmes connaîtraient, que l'enfant lui-même connaîtrait, qu'il pourrait aller voir, avec lequel il pourrait discuter. Je pense que pour l'enfant, en tout cas, ce serait un scénario qui ne serait pas facile, mais moins difficile, moins injuste, moins douloureux que celui où il ne connaît pas le géniteur. Alors, dans les quelques minutes qu'il me reste, je voudrais ajouter un risque commun aux deux indications de PMA pour les femmes. Le premier vient de ce qu'on crée des enfants sans père à une époque où on créerait, parce que ce n'est qu'une éventualité, une possibilité, on créerait des enfants sans père à une époque où les pères investissent davantage la paternité que dans les sociétés antérieures. Aujourd'hui, quand on se promène sur la plage, dans les parcs publics, sur la voie, on voit des pères qui interagissent avec leurs enfants, qui actionnent la poussette, qui les prennent dans les bras, et on croit que ça a toujours existé, mais c'est un phénomène très tardif dans notre société, car jadis, le père, au fond, malgré son pouvoir familial, s'intéressait assez peu à la vie du foyer. Il rétablissait l'ordre, il rappelait l'autorité de la loi. Et puis, notre société a évolué, elle a chassé ces stéréotypes sur le père, et aujourd'hui, les pères, c'est vrai, s'investissent davantage, ont plus le sentiment de compter dans l'épanouissement de leurs enfants, et je crois que c'est un progrès social. Et c'est un progrès social pour tous, pour les pères, pour les enfants, mais aussi pour les femmes, parce que ça veut dire aussi le partage des tâches. Or, je crois que ce progrès social, finalement, on risquerait de le contrecarrer ou de le troubler en édictant une loi qui dirait que les pères sont facultatifs. Autrement dit, la loi dirait, indirectement, mais si vous avez un père, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Et là, je crois que cette orientation ne va pas vraiment dans le sens de la préférence de nos concitoyens qui considèrent, un sondage l'a montré récemment à l'occasion de la fête des pères, que non, le père est important, il est essentiel, que son rôle est complémentaire de celui de la mère. Et donc, je trouve que la loi, jusqu'à présent, a trouvé un juste équilibre entre les deux sexes. Et la société, à travers la loi, dit « nous avons autant besoin des pères que des mères ». Et j'en terminerai là, moi je n'ai pas de préconisation à faire, je vous livre simplement quelques réflexions. Je m'interroge sur une loi qui accuserait une asymétrie très forte en disant « si vous appartenez à tel genre, alors la société va vous aider ».
pour telle ou telle pratique. En revanche, si vous appartenez à tel autre genre, alors la société ne vous aidera pas. Je suis saisi de vertige devant une loi qui va au rebours de l'esprit universaliste de la loi française, à laquelle nous sommes très attachés depuis le siècle des Lumières, le progrès du droit ayant été d'abolir justement les particularités. Et là, on réintroduit un fort clivage entre les hommes et les femmes, en prenant peut-être le risque aussi de faire le jeu d'une sorte de sexisme renversé. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. J'aimerais, si vous me le permettez, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, si nous en avons l'occasion dans nos échanges, pouvoir aussi aborder d'autres points qui me tiennent à cœur, notamment le don des éléments du corps humain, le sang, les organes et les embryons. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le professeur. Écoutez, je vais répondre à votre invitation parce que j'avais noté trois questions, alors qui, effectivement, n'étaient pas dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, mais qui correspondent aussi aux expériences que vous avez pu avoir, aussi bien en termes d'ouvrages que vous avez pu rédiger ou de participation aux travaux du CCNE. Le premier, c'est que vous avez écrit un article qui concerne la libre disposition de son corps par la personne. C'était en 2015, avec une approche philosophique et éthique. Donc là-dessus, les questions d'indisponibilité du corps humain. Voilà, et votre réflexion, surtout en termes philosophiques, par rapport à ce sujet, puisque on est bien sur des réflexions généralistes sur les principes, et je crois que c'est important de revenir sur ce principe d'indisponibilité et que vous nous en fassiez une lecture philosophique et les enjeux de ce principe dans l'actualité de la bioéthique. Le deuxième point, c'est effectivement les dépistages. Là aussi, vous avez écrit 2 articles, un qui concerne le dépistage préimplantatoire. C'était en 2010, va-t-il améliorer l'espèce humaine? Et puis également, le dépistage conduit-il à l'eugénisme? Alors là, c'est à la fois préimplantatoire, mais également le diagnostic prénatal. Et donc là-dessus, vos réflexions sur ces questions de diagnostic. Puis le troisième sujet, c'est par rapport au CCNE. Vous en avez été membre et vice-président. Les lois de bioéthique permettent de réfléchir également sur cette gouvernance, entre guillemets, de la bioéthique. Est-ce que par rapport au fonctionnement du CCNE, à son rôle, etc., il y a des pistes d'amélioration, telles que vous avez pu le connaître de l'intérieur? Donc voilà trois questions: l'indisponibilité du corps, les dépistages et le CCNE. Je vous remercie. Oui, alors, indisponibilité du corps humain, c'est vrai que c'est un principe qui illustre ce que je disais tout à l'heure sur le fait que la loi protège le faible. Car bien des personnes qui sont dans le besoin seraient prêts, par exemple, à vendre un organe avec lequel ils pourraient éponger une dette, par exemple. Et on voit bien que tout le monde s'y retrouverait, puisque le receveur et la famille du receveur seraient soulagés, le donneur qui aurait vendu un rein, lui aussi serait bénéficiaire. Et le principe d'indisponibilité, il consiste à dire attention, on ne peut pas toujours raisonner de façon utilitariste. Parce que l'utilitarisme, ça consiste à dire il faut faire le plus grand bonheur du plus grand nombre, ou alors réduire la plus grande quantité de souffrance pour le plus grand nombre de personnes. Et donc le principe d'indisponibilité permet de réguler cette logique utilitariste. En ce qui concerne le dépistage, effectivement, on peut estimer aujourd'hui que par le prélèvement sanguin chez une femme enceinte, on pourrait obtenir des informations concernant l'embryon. Mais je crois qu'on doit s'en tenir, et nous y avons travaillé au Conseil d'État, puisque je faisais partie du groupe de travail qui a rendu son rapport récemment. Nous avons convenu que dans le sang, on ne doit chercher que des mutations qui prédisposent à des maladies graves et irréversibles. Ces expressions de gravité et d'irréversibilité du handicap ou de la maladie doivent être nos repères.
m'avez parlé également du diagnostic préimplantatoire. Je pense qu'en France, on pourrait y recourir peut-être plus souvent, parce que dans la pratique, on y recourt souvent parce qu'il y a déjà eu une grossesse et qu'on a découvert en cours de route une maladie grave, un handicap chez le fœtus, et on va dire alors, oui, la femme a déjà eu la souffrance d'une interruption médicale de grossesse, donc là, on va lui donner accès au diagnostic préimplantatoire. Je crois que ce n'était pas l'esprit de la loi. Dès qu'une femme est exposée au risque de transmettre une maladie grave, elle doit pouvoir accéder au diagnostic préimplantatoire. Il y a des effets collatéraux, on doit détruire des embryons, je le reconnais, mais par exemple, une femme qui est prédisposée au cancer du sein d'origine génétique, porteur de BRCA1, BRCA2, au Comité national d'éthique, nous avons pensé qu'elle pourrait recourir à ce diagnostic préimplantatoire pour éviter de transmettre la maladie à ses filles et mettre un terme à la malédiction familiale. Alors, si vous me le permettez, à propos du principe d'indisponibilité, je ferai ma remarque concernant le don de sang, qui aussi repose sur l'indisponibilité du corps humain, parce qu'on pourrait aussi vendre son sang, aussi pour faire face à des difficultés financières, mais alors ça poserait des problèmes de sécurité, parce que les gens peut-être dissimuleraient des informations sur leurs pratiques sexuelles, sur leur hygiène de vie. Donc je suis résolument favorable à ce qu'on maintienne la gratuité du don de sang, mais je voudrais introduire une dérogation concernant le don de plasma. En tout cas, je livre à votre réflexion cette éventualité parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de plasma. Et malheureusement, le plasma nécessite un don particulièrement contraignant. Je n'en rentre pas dans les détails, mais ce n'est pas pareil de donner du plasma. C'est plus long, c'est plus compliqué. Et alors, sans proposer de tarification, de rétribution directe, je me demande si on ne pourrait pas imaginer des formes de cadeaux qui pourraient rendre ce don de plasma un peu plus attractif. Cadeaux qui, en fonction des uns et des autres, sur un éventail de possibilités, pourraient aller d'un voyage, permettre à quelqu'un de retrouver des proches éloignés, de disposer d'une journée de congé payé, d'une déduction fiscale. Enfin, on pourrait donner toutes sortes de possibilités aux individus parce que nous sommes aux confins de l'hypocrisie, étant entendu que nous n'avons pas suffisamment de plasma. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers des pays qui ont du plasma en réserve et même en surcroît, et on le rachète, tout en condamnant leur pratique de manquement au principe d'indisponibilité. Alors, est-ce que là, on n'est pas face à une hypocrisie? J'ai conscience que peut-être c'est délicat de toucher à ce principe dans ces circonstances-là. Très bien. J'invite monsieur le rapporteur à poser ses questions. Merci Jean-Louis beaucoup, Touraine. Monsieur le Président. Merci, cher monsieur, votre éclairage très intéressant et utile dans notre réflexion. Et très brièvement, on va poser quelques questions pour laisser plus tard nos collègues. Vous évoquez évidemment d'abord l'extension de la PMA à toutes les femmes. Et ma réflexion est, puisqu'aujourd'hui, dans la loi, il est autorisé à ces femmes et ces couples de femmes homosexuelles en particulier d'adopter des enfants, comment leur interdire la PMA? Deuxièmement, vous vous interrogez sur l'équilibre psychique des enfants nés de PMA, et si j'ai bien compris dans votre présentation, y compris ceux dans des couples hétérosexuels, dès lors qu'il y a donc un tiers d'honneur. Mais plutôt que de s'interroger, n'est-il pas plus efficace ou
concret de regarder les études nombreuses qui ont été faites dans des pays différents sur ces enfants. Et dès lors, ces études apportent l'information qu'il est un problème essentiel qui est que l'enfant soit correctement informé, mais qu'en dehors de cela, si ceci est fait, il n'y a pas de troubles psychologiques majeurs, semble-t-il. Alors, on peut rediscuter sur ce point, mais en tout cas, les interrogations qu'on pourrait avoir a priori ne semblent pas confirmées par les études psychologiques effectuées. C'est vrai que ces études sont plus en pays anglo-saxon qu'en France. On manque cruellement d'études dans notre pays. C'est notable, mais il est vrai qu'on peut difficilement faire les études dans la mesure où, pour l'instant, ces procédés ne sont pas autorisés. De ceci nous amène bien sûr à la connaissance de certaines des informations du donneur qui semblent être essentielles. Et donc, c'est la levée en partie du principe d'anonymat sur lequel j'aimerais avoir votre avis. Enfin, sur les enfants nés de GPA à l'étranger, à votre discours, je devine un peu votre point de vue, mais j'aimerais vous l'entendre exprimer pour bien voir comment vous pensez que l'on puisse, d'une façon ou d'une autre, un petit peu traiter cette question et corriger, pour le coup, certaines répercussions que ça peut avoir sur ces enfants, lesquels ne sont pas responsables de leur mode de progression. J'ajoute une autre question, c'est que j'ai lu un article de vous où vous exprimez une certaine réticence, un peu comme Jean-François Mattei, à la révision périodique des lois de bioéthique, parce que à chaque fois, c'est un peu comme la théorie du cliquet, ça fait avancer dans un sens de droits additionnels accordés. Mais comment faire autrement dans la mesure où l'évolution des techniques est de plus en plus rapide, comme le résumait très bien Jean-François Delfrécy, et nous en étions arrivés avec le président à nous dire qu'il fallait bien que, justement, nous codifions cette analyse périodique pour tenir compte des nouvelles questions qui se posent. C'est pas seulement les progrès qui existent, c'est les questions de la société qui deviennent très nombreuses chaque année. Le principe d'autonomie, c'est quelque chose que vous avez traité à diverses reprises. C'est vrai que déjà, c'était évoqué dans l'Antiquité, chez certains philosophes. Vous dites que le début de la chrétienté l'a fait progresser. Puis, même ensuite à la Renaissance, Montaigne s'y est consacré. Surtout, ça a été les humanistes du siècle des Lumières. Et puis maintenant, dans l'époque qualifiée de post-moderne, on voit bien qu'il y a une évolution, et faisant même parler d'individualisme. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure, et si vous avez la possibilité de développer un peu cette question et les craintes que vous avez, c'est-à-dire que, en même temps, si je peux me permettre, vous insistez sur le bénéfice de ce principe d'autonomie et tous les avantages que ça en comporte, mais vous citez certaines des limites ou des risques potentiels si on allait trop loin dans ce sens. Et je termine parce que vous évoquiez les éléments du corps humain. Et bien sûr, je partage certaines des options que vous sous-entendez. Cependant, à condition de respecter, comme c'est le cas par exemple pour les dons d'organes, des principes, là encore, de gratuité, de contrôle. Nous évitons ainsi dans notre pays les trafics d'organes qui existent dans de nombreux autres pays. Et le don d'organes qui ne reposerait plus sur le consentement présumé ferait courir d'immenses risques, non seulement pour les malades, mais pour notre société. À cet égard, si vous souhaitez, à titre personnel, j'ai fait il y a deux jours une tribune dans le Huffington Post, et je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on puisse parler plus longuement, si vous le souhaitez. Enfin, je vous rejoins dans cette question de gratuité des éléments du sang. Oui, nous sommes tous pour la gratuité et l'anonymat, mais on le transgresse, on est hypocrite. Vous avez parlé du plasma, c'est vrai aussi pour les autres dérivés du sang. Les immunoglobulines, pour les agammaglobulémiques, sont aujourd'hui produites essentiellement par des laboratoires étrangers qui payent leurs donneurs. Donc c'est du sang payé, à partir duquel on fabrique les produits, injectés de nos malades, et on continue à dire que ça doit être gratuit. Donc il faudra bien que d'une façon ou d'une autre, on résolve cette contradiction.
le lieu pour moi de dire qu'en éthique, on ne peut jamais prouver qu'on a raison. Hein. Il n'y a pas de démonstration qu'un tel a raison, un tel a tort. On est tous face à une inquiétude, un malaise. Moi, j'ai coutume de dire que l'éthique, c'est la science du malaise. Et je ne nie pas qu'il y ait des valeurs en conflit et que c'est un peu la mort dans l'âme, qu'on se résout à devoir les hiérarchiser, parfois même en sacrifier une pour pouvoir en concrétiser une autre. Mais les solutions en éthique sont toujours un peu frustrantes. On est toujours insatisfait et tout n'est pas possible pour tout le monde en même temps. C'est ça qui est tragique finalement. Alors, vous avez parlé de l'orphelinat. Alors, non seulement moi, je suis résolument favorable à ce que des couples homosexuels, hétérosexuels, mais même des personnes seules puissent adopter un enfant, parce que l'enfant, en tout état de cause, lui, l'urgence première, c'est d'avoir un lien parental, c'est d'avoir un foyer, du chauffage, etc. Cela ne revient pas tout à fait au même quand même de créer cet enfant de toutes pièces et le livrer à, je l'ai dit, à des risques. Alors je pense que certains enfants arriveront à s'adapter à de nouvelles situations, mais pour d'autres ce sera dur, ce sera même très dur. Et je crois que, tout à l'heure je l'ai dit, les pères s'investissent beaucoup, les enfants vont procéder à des comparaisons avec les petits camarades. Et pour un enfant, voir que tel père amène son petit camarade voir un match de foot ou va applaudir la fillette à son spectacle de danse, tous ces petits détails du quotidien qui vont réactiver, je crois, une amertume, une grande tristesse et une colère. Ça, c'est quelque chose à quoi on doit s'attendre. Et alors, vous parliez de la science. Malheureusement, la science ne peut pas nous donner vraiment de réponse à nos questions éthiques. Les études, comment voulez-vous faire pour évaluer du qualitatif? Comment savoir si un enfant va bien, pas bien? Par exemple, imaginons 2 enfants dont les parents sont 2 femmes. On demande à l'un, comment te sens-tu? Est-ce que tu souffres de manquer de père? Bon, l'enfant dit non, tout va très bien. Prenons le 2e enfant, on lui dit, et toi, comment tu te sens? Moi, je suis en colère. Je n'ai pas de père, c'est une injustice. Le jour de la fête des pères, je suis tout seul, vraiment, je suis furieux. Quel est celui des 2 qui est en meilleur état de santé psychique? Je ne le sais pas. Parce que celui qui a extériorisé sa colère, peut-être que lui va être beaucoup plus adapté aux situations. Il a pu le dire, il n'est pas là en train de sauver les apparences, de ne pas vouloir surtout susciter la déception de ses parents, etc. Bon, de toute manière, les études, elles sont toujours financées. Et vous savez bien que sur ces sujets-là, il y a beaucoup d'idéologie. Ce sera très difficile de trouver des sociologues ou des psychologues qui n'ont pas quand même un peu leur avis sur la question. Il y a des biais. Et déjà, dans les études purement scientifiques, biologiques ou physiques, il y a déjà des conflits d'intérêts. Donc là, a fortiori, je crois, sur de l'humain. Je réagis également à la question de la levée de l'anonymat. C'est vrai que personnellement, j'ai toujours été attaché à une vision de la famille comme étant essentiellement une réalité sociale instituée. Le père, c'est celui qui éduque, c'est celui qui aime, c'est pas le géniteur. Et en même temps, je suis troublé, comme vous, je crois, en regardant la presse et en voyant toute cette effervescence, mais mondiale, où les gens veulent savoir, en faisant des tests génétiques, d'où je suis, d'où je viens. Et on ne va pas pouvoir vraiment écarter d'un revers de main cette aspiration de masse comme ça à connaître son génome. Ça me paraît intenable. Donc, la levée de l'anonymat, bon gré mal gré, je crois qu'on va devoir peut-être s'y résoudre, étant entendu qu'on va créer de nouveaux problèmes.
Concernant la GPA, alors je suis favorable à ce que les enfants puissent être reconnus parce qu'ils n'ont pas décidé de naître, eux, ils ne sont pour rien dans la situation qui est la leur. Et je l'ai dit, la loi protège le plus faible. D'abord l'intérêt de l'enfant et après on discute. Par ailleurs, je suis étonné parfois que notre société blâme la GPA comme étant immorale, alors que la PMA pour toutes serait morale. Mettons-nous un instant à la place d'un enfant, c'est un exercice de l'imagination purement fictif. Je vais naître, on me dit, tu as le choix entre venir au monde dans tel foyer où tu seras élevé par une femme seule, mais qui t'aura porté. Deuxième scénario, tu peux naître dans un foyer où tu as tes deux parents, qui plus est tes géniteurs, sauf que pendant les 9 mois, tu as été hébergé, porté par une femme porteuse. Bon, quel est le choix le plus rationnel? On voit bien que c'est quand même, je crois en tout cas, celui d'aller là où il y a deux parents, pour des raisons de sécurité affective dont j'ai trop parlé tout à l'heure. Donc vous voyez que la GPA, elle est morale, immorale, tout dépend de là où on se place. Et du point de vue de l'intérêt de l'enfant, parfois la GPA peut être un peu moins immorale. Donc cette dichotomie morale, je crois qu'elle ne va pas de soi. Vous parliez également, je crois, des organes. J'aimerais ici évoquer un point qui me paraît devoir être discuté. C'est celui de l'équité dans la répartition. Parce que la loi l'a dit en toutes lettres, la loi depuis son rapporteur Jean-François Mattei, que la distribution, la répartition des organes doit se faire selon le principe d'équité. Or, quand on s'intéresse un peu à cet univers, on se rend compte que les établissements qui prélèvent confisquent en quelque sorte un rein dans pratiquement 50% des cas et ne livrent au pot commun qu'un rein sur deux. Alors, je m'étonne de cette pratique parce que, évidemment, du coup, les choix de priorité où on considère que ce sont ceux qui sont là depuis le plus longtemps, qui ont les pathologies les plus graves, ce sont eux qui doivent avoir l'organe en priorité, eh bien, ce principe est bafoué, puisqu'on garde un organe à l'échelle locale et on le donne à quelqu'un qui n'est pas forcément dans une situation d'urgence. Donc je crois que peut-être la loi aurait intérêt à dire que l'équité, elle doit être appliquée à l'échelle nationale. J'en profite pour dire un mot sur les institutions. Le Comité national d'éthique, l'Agence de biomédecine, ce sont quand même des institutions qui ont une histoire, mais qui n'ont pas été beaucoup réformées quand même dans les textes. Leur composition, leur organisation. Peut-être que ce serait aussi l'occasion de s'interroger sur la manière de les rendre un petit peu plus en accord avec la démocratie sanitaire, la participation des patients. En particulier, l'Agence de biomédecine me semble quand même peut-être prise dans une certaine routine administrative depuis 13 ans maintenant qu'elle existe, et on y voit très peu les patients. Vous avez rappelé tout à l'heure, monsieur le rapporteur, que j'étais... non, monsieur le président, que j'étais président du comité de déontologie de l'Agence de sécurité sanitaire. Cette agence est plus récente que l'Agence de biomédecine, et je vois comment elle est peut-être un peu plus à l'écoute de la société civile. Elle a mis en place, par exemple, des comités de dialogue, où les experts interagissent avec des patients. Pourquoi ne pas faire un peu quelque chose de ce genre-là aussi à l'Agence de biomédecine? Merci, monsieur le professeur. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 2 séries de questions en vous invitant vraiment à des questions courtes. Donc, j'ai noté, sinon, il y aura 2 séries de 3 questions, en commençant par Caroline Janvier, Bérangère Poletti et Annie Vidal. Caroline Janvier. Ah, c'est ça.
Voilà, je vous remercie. Donc, j'avais prévu une question sur les tests génétiques, mais votre intervention sur l'extension de la PMA m'invite à réagir, car il me semble qu'un certain nombre d'arguments que vous avez développés, j'en ai retenu notamment 3, paraissent assez discutables. Vous évoquez par exemple la souffrance psychologique occasionnée par le non-respect du droit au secret sur le mode de conception de l'enfant, le fait qu'il soit public que l'enfant a été conçu par PMA dès lors qu'il a 2 femmes, par exemple, comme parents. On le sait aujourd'hui, ce secret et même la non-connaissance par l'enfant de la façon dont il a été conçu génère beaucoup de souffrance. Donc moi, il me semble qu'au contraire, il faut que d'un point de vue justement de prise en compte de la souffrance de l'enfant, il faudrait au contraire inciter les parents hétérosexuels également à donner toute l'information sur la façon dont a été conçu l'enfant. Donc ça ne me paraît pas être un argument en défaveur de cette extension. Le deuxième point, c'est celui de l'investissement que vous qualifiez de récent des pères dans l'épanouissement et l'éducation de l'enfant. Là encore, ça me paraît assez injuste de considérer que cet investissement récent, qui serait récent, devrait du coup, pour sanctuariser cet investissement, priver les femmes homosexuelles d'avoir des enfants. Donc de dire, bon, alors les pères se sont investis récemment, surtout il faut qu'on sauvegarde cet investissement et qu'on ne permette pas à d'autres de concevoir une famille selon un modèle différent. Donc là encore, ça me paraît un argument pas très légitime, de la même façon que quand vous évoquez la comparaison, les enfants qui se compareront entre eux à l'école, là encore, je crois qu'effectivement, il faut que le regard de la société change de la même façon qu'il faut qu'il change sur les couples homosexuels, et que c'est pas non plus un argument qui permette, au contraire, il faudrait qu'on lutte justement contre cette discrimination du modèle de couple et du modèle de famille si on vote pour cette extension. Le dernier point que vous évoquiez, c'était un argument d'inégalité, d'inéquité de traitement entre les genres, puisqu'on autoriserait les femmes et non les hommes, puisque cela nécessiterait la GPA, à bénéficier de la PMA pour concevoir un enfant. Mais cette inéquité, elle est naturelle. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui portent les enfants. Donc, le fait et aujourd'hui, certaines femmes, du fait de leur orientation sexuelle, n'ont pas cette possibilité. Donc il y a plutôt une équité au sein de ce genre-là. Et ça me semble là encore pas un argument qui irait à l'encontre de cette extension. Voilà, je voulais réagir à cela. Et puis du coup, très rapidement, vous posez la question des tests génétiques, notamment... Rapidement. Oui, très rapidement. Sur la question de la médecine prédictive et voilà, d'un point de vue philosophique, les risques que ça pose, le fait de pouvoir prévoir des maladies grâce à ces tests. Voilà, en vous invitant une nouvelle fois à être concis. Bérangère Poletti. Oui, merci Monsieur le Président. Une première remarque par rapport à l'hypocrisie que vous avez soulignée sur les dons de plasma, en disant que finalement on achète à l'étranger le plasma qui lui-même a été probablement rétribué dans ces pays. Mais on pourrait aussi faire la même remarque par rapport à la GPA, que vous dites, vous êtes d'accord pour la reconnaissance des enfants nés par GPA, mais quelque part, on ferme les yeux aussi sur une législation qu'on n'a pas chez nous et qui existe chez les autres. Donc, je voudrais avoir votre avis là-dessus. J'ai une question qui rejoint celle du rapporteur, parce que je vous écoutais sur le fait de dire que les enfants souffraient, l'absence de père, le secret. Mais souvent, en bioéthique, en tant que législateur, on est plutôt suiveur sur des phénomènes de société qui s'amplifient et on subit finalement la demande de nos concitoyens qui viennent nous voir, ne sont pas toujours d'accord, c'est vrai, mais on a une pression de plus en plus importante sur différents sujets et notamment celui-ci sur le sujet de la PMA. Et donc, je voulais savoir si vous avez des discussions en tant que philosophe avec d'autres philosophes qui sont amenés à observer ce que vous suggérez comme risque, mais finalement qui est probablement déjà
avéré, parce que si vous parlez de risque, vous avez dû constater des phénomènes, puisque de nombreuses Françaises vont déjà en Espagne, vont déjà en Belgique avoir recours à une législation qui n'existe pas en France. Donc je souhaiterais savoir quels sont exactement ces risques, quelle est leur ampleur, et quel est votre avis sur les études qui ont déjà été réalisées. Merci. Annie Vidal. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur, pour les arguments que vous nous avez partagés. Vous avez eu l'occasion d'écrire à plusieurs reprises sur la bioéthique et sur le lien avec la liberté individuelle. Et notamment, vous avez exprimé, je vous cite, « Notre société est influencée notamment par le libertarisme américain qui veut que tout soit possible tant qu'on ne nuit pas à autrui ». Donc, dans le contexte où nous sommes, de révision de la loi de bioéthique et de fortes évolutions techniques et scientifiques, nous avons évoqué la PMA, la GPA. Je pense aussi à l'intelligence artificielle, aux neurosciences et à leur lien avec le transhumanisme. Selon vous, quels sont les garde-fous que nous pourrions instituer pour préserver, garantir une société de fraternité, d'humanité, de sollicitude et de solidarité ? Merci, monsieur le professeur. Pour les réponses, je voudrais, à propos des femmes, donc je l'ai dit tout à l'heure, je ne souhaite pas priver les femmes, les couples de femmes d'enfants. D'ailleurs, si la société n'était pas mise à contribution, le problème n'existerait pas. C'est la demande de mise à disposition de ressources biotechnologiques qui pose un problème du contribuable qui doit s'impliquer. Et ça, c'était le premier point que je voulais invoquer, d'autant que je l'ai dit, si le couple de femmes trouve un donneur qui accepte d'être vu, connu de l'enfant, je pense que c'est une situation qui serait acceptable. Et cela renvoie à mon deuxième élément de réponse, c'est que l'enfant, déjà lorsque le père n'est pas le géniteur, peut, on le sait, développer une quête d'identité déstabilisante. Mais quel est donc ce géniteur ? J'aimerais pouvoir mettre un visage sur celui qui a concouru à 50% de mon patrimoine génétique, c'est-à-dire autant que la femme. Ce n'est pas rien. Et ici, alors que dans le schéma IAD classique, il y a quand même un père qui est là, qui peut plus ou moins pallier ce géniteur, alors que là, il n'y a pas de père. Donc l'enfant va d'autant plus se focaliser sur ce fameux géniteur qui est son seul père. Voilà. En tout cas, c'est un risque que l'on court. Et ce risque... il n'y a pas des études statistiques qui vont l'établir. On le voit à travers des articles de presse, des jeunes qui s'expriment, à travers des associations qui se mettent en place. Et puis en éthique, il y a une ressource qui est essentielle aussi, c'est l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre et de s'imaginer ce qu'on pourrait vivre à sa place. Vous m'avez posé également la question de la nécessité d'inciter les couples à dire la vérité à l'enfant. Ah, ça, alors nous y avons réfléchi également au Conseil d'État dans le groupe de travail et nous avons trouvé, partageons ici une réflexion collective, que ce serait une intrusion excessive dans l'intimité des personnes. Et on ne peut même pas prouver que c'est vraiment ce qu'il fallait faire que de le dire à l'enfant. C'est très possible que parfois, des parents ne disent rien à l'enfant et l'enfant n'a jamais rien su. Et pourquoi pas ? Ça peut arriver. Il se pourrait que parfois ne rien dire soit la meilleure solution. Et ça, on ne peut pas le savoir a priori. Donc ça ne me paraît pas une bonne idée que d'inciter à cette révélation. Vous avez parlé de la prédiction. Évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de tests préconceptionnels. Là encore, je me fais l'écho de la réflexion du Conseil d'État. Nous n'avons pas trouvé qu'il y avait quelque chose d'anticonstitutionnel dans le fait de permettre à des couples de savoir si l'un et l'autre ne sont pas porteurs de mutations, pour éviter, par exemple, un enfant porteur de mucoviscidose.
Mais c'est vrai que la société ne peut pas contribuer économiquement à la prise en charge de ces tests préconceptionnels pour un principe de proportionnalité, un principe de justice distributive. Et on est obligé de faire des choix de priorité et ça ne serait pas raisonnable de prendre en charge des tests préconceptionnels. J'ajoute, pour faire écho au terme que vous avez utilisé tout à l'heure, qu'il y aurait peut-être un risque là, cette fois, d'eugénisme, puisqu'on prendrait 1000 précautions avant de faire un enfant, on ferait des tests génétiques. Enfin là, on serait peut-être en train de rentrer dans une logique sans fin de type eugéniste. Il m'a été posé la question de la GPA qui se fait à l'étranger. Je voudrais dire que une des valeurs fondamentales de l'hôpital, c'est l'hospitalité. L'hospitalité est inconditionnelle. Et par exemple, quand quelqu'un revient d'un pays étranger où on sait qu'il a subi une greffe d'organes, donc il a transgressé aussi nos règles, puisqu'il n'a pas voulu se mettre sur la liste d'attente, mais il est allé acheter un organe dans un pays sous-développé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va lui dire « c'est immoral, on ne vous prend pas en charge » ? Non. Je crois que c'est le même principe qui s'applique ici. On a des lois, on a des règles. Ensuite, il y a des gens qui reviennent sur notre territoire et qui les ont bafoués. Eh bien, on les prend quand même en charge au nom du principe d'hospitalité inconditionnelle. Je voudrais dire aussi que je crains que la PMA pour toutes soit aussi un signal fort, donner un mauvais signal à des groupes parfois réactionnaires, parfois intégristes, qui trouveraient dans ce type de dérégulation de la PMA, dans la perte des repères de la pathologie, je crains qu'on ne clive la société et qu'on crée au sein de notre société des individus qui sont consolidés dans l'idée que notre société est en déclin, que nous sommes dans la décadence. Et donc on fait un peu le jeu quand même des mouvements extrémistes, réactionnaires. C'est la raison pour laquelle moi je plaide pour un humanisme libéral régulé. Il s'agit là presque une réflexion de stratégie politique. Merci, monsieur le professeur. Deuxième série de questions, en commençant donc par Samantha Casbonne, puis Joël Aviragnier et Élise Fageles. Samantha Casbonne. Merci. En Espagne, où je vis, ces enfants sont, pour ceux que je connais, parfaitement intégrés, car la société espagnole a parfaitement admis ce nouveau modèle de parentalité et sans jugement de valeur. La question que je me pose, c'est: avez-vous eu la chance d'aller visiter des écoles ou des clubs de sport, auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, en Espagne, pour rencontrer ces familles là-bas? Ça, c'est ma première question. Comment également comptez-vous lutter contre le désir de ces femmes qui n'ont pas attendu que la France légifère et vont dans les pays voisins? Comptez-vous l'occulter ou continuer à leur faire prendre des risques pour leur santé? Ça, c'est également ma deuxième question. Et la troisième, qui est plus philosophique pour le coup. Qui sommes-nous au sens moral ou du jugement porté autour de cette table, au-delà des parlementaires en mission susceptibles de faire évoluer la loi, pour dire à une femme: toi, tu ne dois pas avoir d'enfant sans géniteur identifié? Moi, c'est une vraie question que je me pose et pose aux opposants de la PMA. Personne ne dit que cette femme ne doit pas avoir d'enfant. Le problème n'est pas qu'elle n'ait pas d'enfant, c'est qu'elle mobilise la société, lui demande de faire des choix de priorité, alors qu'on sait que tout n'est pas possible pour tout le monde en même temps. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous allons nous retrouver devant une pénurie de gamètes, puisque nous aura d'autant plus de demandes de cette ressource.
Et du coup, il va y avoir un classement à faire et des risques, évidemment, de marchandisation. Vous avez les États, les pays, ils ont leurs traditions. Voyez nos voisins suisses. Eux, ils trouvent normal qu'on puisse permettre à quelqu'un d'aider un prochain à mourir par l'aide au suicide. Certains sont heurtés dans notre société. Donc ça, les disparités des pays, vous trouverez toujours telle ethnie, telle culture, tous les modèles sont possibles à l'échelle de la société. Donc on est toujours envoyé à la solitude de son choix, parce que on va dire, bah, tiens, regardez ce qu'ils font en Italie, en Allemagne, en Suisse. Ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Vous vous en occupez moins là, de ces pays-là. Vous dites, prenons exemple sur l'Espagne. Mais il faut pouvoir le démontrer, que c'est l'Espagne qui a raison contre l'Allemagne. Ça demande des arguments. Ce n'est pas facile. Ce que je voulais dire également, je ne sais plus quelle était votre deuxième remarque. Oui. Oui, mais là, encore une fois, c'est un dilemme. C'est-à-dire, il y a ce désir des adultes qui est tout à fait légitime, mais les besoins de repères affectifs de l'enfant. Et là, la contribution des pères, elle est reconnue par notre société. Je l'ai dit, 93% de nos concitoyens pensent qu'il faut un père, qu'il est irremplaçable, que l'homme et la femme sont complémentaires. Et je veux dire, ça date quand même du droit romain, notre système. Ce n'est quand même pas rien d'arriver en 2018 en disant nous sommes arrivés à la fin de l'histoire, de regarder toutes les sociétés avec une certaine condescendance en se disant ils étaient dans l'égarement, le tâtonnement obscurantiste, et nous arrivons avec une lucidité supérieure et nous savons comment doit fonctionner une société. Pourquoi toutes les sociétés ont été fondées sur cette complémentarité de l'homme et de la femme. Lévi-Strauss, tous les anthropologues l'ont montré. C'est vraiment quelque chose qui est anthropologique, consubstantiel à l'organisation de toutes les sociétés. Joël Aviragnet. Pardon ? D'accord, je n'ai pas entendu. Oui, sur la fonction du père en tant que tiers. Pour dire les choses simplement, celui qui permet à l'enfant de se distancer de la mère et d'élargir son environnement. Alors, première question, est-ce que vous pensez que seul le père biologique peut jouer cette fonction? Et est-ce que les enfants ne peuvent pas trouver dans leur environnement ou dans leur entourage des figures parentales qui peuvent jouer ce rôle-là? D'autant que, donc, ma réflexion va dans ce sens, ne pourrait-on pas davantage réfléchir à la question du tiers qui peut jouer ce rôle plutôt que de rester à la simple question du père, d'autant que c'est un sujet qui revient de manière récurrente dans les familles, par exemple dans les familles recomposées, pas uniquement dans des cas de PMA. Merci. Et puis, Élise Fagélès, pour la dernière question. Pour mes collègues à lesquels je n'ai pas pu donner la parole, vous voudrez bien m'excuser, mais on a déjà un quart d'heure de retard. Merci. Je voulais revenir également sur l'éventuelle insécurité affective que vous avez évoquée, dont pourraient souffrir les enfants nés de couples de femmes par PMA. Vous-même, vous targuez de l'évolution de la société pour mettre en valeur le rôle du père. Donc c'est bien ce qui montre que la société évolue et qu'elle évolue dans un sens favorable. Lorsque vous parlez des questions malveillantes auxquelles les enfants pourraient être confrontés dans la cour de l'école, moi, ça m'a évoqué, donc je vous pose cette question, si on ne pourrait pas faire cette comparaison avec les enfants de couples divorcés, qui eux-mêmes étaient mis au banc de la société pendant très longtemps, et maintenant on se retrouve quand même dans certaines écoles où aujourd'hui, c'est les enfants de couples non divorcés qui sont minoritaires pratiquement, et où ça pose plus du tout aucun problème, je dirais, en termes d'être montré du doigt ou de ce genre de choses, parce qu'après, les problèmes peuvent exister comme ils peuvent ne pas exister dans les couples divorcés, justement parce que la société a évolué et s'est adaptée. Et justement, en effet, on manque d'études aujourd'hui en France pour savoir quelles
peuvent être les effets psychologiques des enfants nés de couples de femmes par PMA, puisque vous avez dit tout à l'heure que la loi créerait ces situations, or elle ne les créerait pas, puisqu'on sait que ça existe en France. Il existe des enfants dans les écoles aujourd'hui qui sont nés de couples de femmes, et il existe des témoignages. Donc est-ce que vous avez pu entendre ces témoignages? Moi j'en ai entendu des témoignages en effet d'enfants qui sont extrêmement heureux, épanouis et qui vivent dans une famille. Vous avez également évoqué les tensions qui existent entre les valeurs, et il faut faire un choix à un moment donné. Donc vous avez parlé de la valeur d'universalisme. Est-ce à dire que donc vous la mettez avant la valeur d'égalité des familles, puisqu'il y a donc des couples de femmes mariées et qui font valoir un droit à mener une vie familiale normale, à avoir un enfant, et donc avoir un enfant dans les mêmes conditions que des couples hétérosexuels qui, eux, peuvent faire appel à la PMA. Donc voilà, c'est universalisme versus égalité. Je voudrais quand même, je suis désolée, mais vous nous avez donné un petit conseil de réflexion stratégique politique quand vous nous disiez qu'on risquait de faire le jeu des réactionnaires. Donc juste, puisque je fais moi-même de la politique depuis un petit moment, je me demande si leur céder n'est pas une mauvaise solution. Et au contraire, je pense que face à ces réactionnaires, je préfère les combattre que de leur céder. Monsieur le professeur. Alors, je réagis tout d'abord au premier propos de monsieur le député pour dire que, effectivement, vous avez raison, je l'ai évoqué dans mon exposé, on pourrait imaginer qu'un couple de femmes fasse appel à un donneur, un tiers, et par exemple, il y a des associations qui militent pour que les homosexuels aient accès à la parentalité, mais peut-être qu'elles pourraient aussi proposer des choses à la société, et en particulier ce mode d'organisation qui consistera à dire nous sommes un couple de femmes, nous voulons un enfant, nous avons au sein de notre association un homme qui est d'accord pour apporter les gamètes. Je ne suis pas défavorable à cette solution-là, parce que je trouve que là, les choses sont claires, l'enfant n'est pas exposé à une quête des origines, qui est mon père, enfin quand même 50% de son patrimoine génétique, c'est pas rien. Comment est-ce qu'il n'y a... On ne peut pas avoir une espèce de violence dans le fait de le priver de l'accès à son géniteur. Ça, c'était mon premier point. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour imaginer des solutions qui n'ont pas encore été prévues. Le deuxième point que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est si on ne le fait pas, les gens vont aller à l'étranger. Mais c'est ce que nous avons aussi constaté dans notre rapport au Conseil d'État. Le monde se rétrécit par Internet. Aujourd'hui, par des voyages à bas coût de compagnies aériennes, grâce à une carte bleue, la planète n'est plus qu'un vaste village. Donc, nous dire « faisons-le chez nous, sinon les gens vont aller à l'étranger », de toute façon, ils iront à l'étranger. Et par exemple, même si on autorisait l'accès aux gamètes dans notre pays, les gens iront quand même au Danemark, en Belgique ou je ne sais où. Pourquoi ? Parce que la liste d'attente sera moins longue, parce qu'ils pourront choisir la qualité du sperme, etc. C'est quand même un marché, tout ça. Donc, en tout état de cause, rassurez-vous, les gens iront à l'étranger. Le temps où on était dans nos frontières et qu'on empêchait les gens d'aller à l'étranger en disant on va s'occuper de vous, de toute façon, ce temps est révolu. Et je crois que les pays qui reçoivent la clientèle française aujourd'hui sont déjà en train de réfléchir à la manière dont ils feront pour continuer à les séduire et à les attirer. Vous avez parlé du divorce tout à l'heure, madame. Vous avez raison de dire qu'au départ, il s'agissait d'une situation atypique, difficile à vivre pour les enfants, et puis le divorce est banalisé. Mais est-ce qu'on peut utiliser cet argument dans le cadre de l'homoparentalité ? Est-ce qu'on va considérer que pour le moment, les gens sont plutôt hétérosexuels en règle générale, et puis, dans 10 ou 20 ans, il y aura la moitié des gens qui seront homosexuels. Ça, c'est une pure conjoncture, on n'en sait rien.
je crois, une pure conjecture, pardon, je crois qu'on ne peut pas dire que les enfants ne seront pas victimes de cette marginalisation, puisque je crois que dans toute société, très majoritairement, toujours, il y aura, pour des raisons purement biologiques, un primat de l'hétérosexualité en termes d'accès. Écoutez, on ne peut pas mettre un policier derrière tous les enfants, derrière toute personne, et entre la manière dont les gens devraient se tenir et la manière dont ils se tiennent, effectivement, vous savez qu'il y a souvent un abîme. L'enfant, je le répète, peut tout à fait s'en sortir. Il peut mobiliser des ressources argumentatives, dire « mais moi, mes parents, je les aime », mais c'est quelque chose de coûteux. À chaque fois, il est obligé, quelque part, de se justifier. Et il fait l'objet de colibés, de petites remarques déplacées, et ça, je ne vois pas comment on va pouvoir l'empêcher. Donc non, le précédent du divorce ne me paraît pas pouvoir éclairer la marginalisation de l'enfant prévue par cette extension de la PMA. Voilà, merci monsieur le professeur, merci pour votre intervention. Encore une fois, je présente mes excuses aux collègues qui avaient demandé la parole et qui n'ont pas pu poser de questions, mais nous sommes dans un format réduit et par rapport à personnes que nous allons auditionner par la suite, vous comprendrez que nous sommes obligés de continuer. En tout cas, merci, nous vous souhaitons C'est moi. une bonne journée, une bonne continuation. Merci à tous, votre accueil.